Bonsoir à tous, on va commencer le conseil s'il vous plaît. Alors je vais commencer par la désignation d'une secrétaire de séance ou d'un... Philippe Pelletier. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci Philippe. T'as l'impression que c'est un mariage là. Oui. Euh, Bon, je te remercie Philippe. Euh, Avant de procéder à l'approbation du procès verbal, je vais lire les différents pouvoirs. Donc Loïc Baudet a donné pouvoir à Henri Trichereau. Bernard Blanchard a donné pouvoir à Monsieur Stan Pascro. Martine Cornuau a donné pouvoir à Madame Marie-Thérèse Guinaud. Madame Sandrine Baudry m'a donné son pouvoir. Et Monsieur Dominique Moire a donné pouvoir à Monsieur Francis Beaufort. Alors, approbation du procès verbal de la séance du 8 février 2024. Y a-t-il des questions, des remarques? Non? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc là, l'ordre du jour, vous l'avez vu, hein, c'est vraiment la plupart, ce sont des choses réglementaires, il n'y a pas incroyable. Hein. Et il faudrait envoyer le point 8, demande d'avis, projet d'extension Synter-méthanisation. Non pas qu'on ne veuille pas l'aborder, c'est juste qu'on a reçu ça quand euh, juste avant le week-end, un dossier qui est épais comme ça. Donc c'était un peu gros quand même. Conseil pour faire une synthèse correcte. Voilà. Donc ouais, il y a 800 pages. Voilà. Donc c'est un bon pavé. Donc on verra ça au conseil d'avril. Donc si vous voulez bien. C'est en particulier pour bien décrire le projet, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il en retourne derrière. Donc c'est pour ça. Tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on retire le point 8? Oui, il n'y a pas d'opposition. Bon, je vous remercie. Premier point, donc protection sociale complémentaire, convention de participation pour la couverture du risque prévoyance des agents. Oui, il faut que Jean-Michel, faut que vous sortiez. C'est assez loin. La réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, initiée par l'ordonnance donc, du 17 février 2021, je vous passe le numéro, place la couverture des risques prévoyance et santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux. Elle introduit notamment une obligation pour ces derniers de mettre en œuvre une participation financière à la prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025, puis à celle des risques de frais de santé à compter du 1er janvier 2026, ainsi que des niveaux minimums de couverture pour chacun des risques. Donc le décret du 20 avril 2022 est venu en préciser les modalités. Donc l'accord collectif national a été signé le 11 juillet 2023 par l'ensemble des associations représentatives d'employeurs représentatives de la fonction publique territoriale, qui vient renforcer les obligations des employeurs et les droits de leurs agents, en instituant notamment la généralisation de l'adhésion obligatoire des agents aux garanties prévoyance dans le cadre de contrats collectifs conclus par l'employeur au plus tard le 1er janvier 2025. Donc le niveau des garanties offertes sur le collectif de prévoyance à adhésion obligatoire devront prévoir un niveau minimum de garantie couvrant tous les agents pour les risques incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% de la rémunération annuelle nette. Deuxièmement, c'est la participation des employeurs publics territoriaux qui change, avec une prise en charge au minimum à hauteur de 50% des cotisations acquittées par les agents au titre du régime de base, adhésion obligatoire prévue par l'accord collectif national du 11 juillet 2023. L'enjeu financier n'est donc plus du tout le même pour les collectivités territoriales, avec un élargissement de la base des bénéficiaires d'une part, et de la participation d'autre part. Il est également à noter que le caractère obligatoire de l'adhésion impactera le régime d'assujettissement social et fiscal de la participation versée par l'employeur et des prestations versées par les assureurs. Troisièmement, cette ordonnance et l'accord collectif renforcent les obligations des employeurs publics territoriaux en matière de dialogue social, en instituant la mise en œuvre d'un comité paritaire de pilotage et de suivi pour chaque accord collectif conclu. Les employeurs publics territoriaux doivent donc, à plus ou moins brève échéance, engager d'une part des négociations avec les organisations syndicales
et d'autre part une procédure de mise en concurrence en conformité avec le Code de la commande publique pour sélectionner le ou les organismes assureurs qui couvriront les garanties de prévoyance dans le cadre de contrats collectifs d'adhésion obligatoire. Les dispositions de cet accord collectif national doivent faire l'objet dans les mois à venir de transpositions législatives et réglementaires. Donc ça veut dire qu'on risque de repasser certaines choses, quoi. Voilà. L'ordonnance du 17 février 2021 a également confirmé le rôle d'expertise des centres de gestion qui ont désormais l'obligation de conclure pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de leur ressort des conventions de participation en matière de santé et de prévoyance. Donc les enjeux sont multiples: santé au travail, attractivité du secteur public, équilibre financier, dialogue social. Le domaine exclusivité de leur établissement public en accroît la complexité. Afin de répondre à l'ensemble de ces enjeux, les 5 centres de gestion des Pays de la Loire ont décidé de placer cette question au cœur du schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de construire ensemble un cadre de mise en œuvre collectif et sécurisé. Au regard de ce contexte juridique et technique, compte tenu de la complexité, quand même, et l'expertise imposée par ce type de dossier, après une analyse approfondie menée depuis le mois de juillet 2023, le centre de gestion de la Vendée a décidé, avec les 4 autres centres de gestion de la région Pays de la Loire, d'engager un marché régional afin d'être en mesure de proposer à l'ensemble des employeurs publics de la région différentes problématiques rencontrées en matière de prévoyance à compter du 1er janvier 2025, puis en santé à partir du 1er janvier 2026. Donc dans ces perspectives, le centre de gestion de la Vendée et les 4 autres, ceux de la région, se sont engagés donc dans cette démarche qui offre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de leur ressort un accompagnement donc sur tous les aspects juridiques, fiscaux, sociaux qui sont liés à la protection sociale complémentaire. Donc le centre de gestion de la Vendée et les 4 de la région vont piloter l'ensemble du processus, que ce soit concernant le dialogue social, l'animation de l'instance paritaire régionale, la définition des garanties, la rédaction du cahier des charges, la conduite des négociations avec les assureurs, l'analyse des offres, la rédaction des projets d'accords collectifs, la mise en place de la gestion au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, ainsi que des agents assurés. Donc la mutualisation des risques sur un large périmètre permettra de renforcer l'attractivité auprès des organismes d'assurance, mais aussi de mieux piloter les risques et de maîtriser les évolutions tarifaires dans le temps. Donc le centre de gestion de la Vendée ainsi que les 4 autres de la région Pays de la Loire, le centre de gestion a initié cette démarche. Et donc j'informe les membres de l'Assemblée donc du conseil municipal que le conseil d'administration du centre de gestion de la Vendée, par délibération du 30 janvier 2024, a autorisé la signature d'une convention constitutive de groupement de commandes avec les 4 autres centres de gestion de la région, en vue de lancer pour le compte des collectivités territoriales et établissements de mise en concurrence en conformité avec le Code de la commande publique pour conclure des conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance. Cette procédure va permettre à tout agent d'un employeur public territorial ayant adhéré aux conventions de participation d'accéder à une offre de garantie d'assurance prévoyance mutualisée et attractive, éligible à la participation financière de son employeur. Donc il s'agit en fait de bénéficier, il s'agit donc de donner mandat préalable au centre de gestion de la Vendée. Je me voyais mal en fait vous donner lire juste la fin, donc c'est pour ça que je me suis permis de lire l'ensemble. Parce que ça peut paraître ça peut paraître pas important, mais ça, je me suis permis de détailler et je voyais pas comment résumer tout ce que je vous ai dit. Non, ça je sais bien, mais bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? La démarche, c'est d'élargir en fait le nombre de personnes éligibles à ce dispositif maintenant. Alors, ce sera toutes les régions de Pays de la Loire. Dans tous les départements. Ouais. Mais comme tu dis, dans les entreprises privées, ça se fait aussi. Et plus l'entreprise est importante et plus au moins on peut négocier aussi le contrat. Mais je crois qu'il existe déjà quelque chose au niveau de la commune pour les agents. Tout à fait. Et Oui, une participation également de la commune. tout à fait. C'est à Ouais. peu près d'ailleurs la même chose. C'est que le caractère obligatoire entre dans le C'est ça. ici de la participation des communes parce que toutes les communes ne participent pas à la protection de leurs agents. Pour la commune, ça va pas changer grand-chose en fait, parce on faisait Ouais. déjà, c'était quasiment la même chose en fait. Oui, oui. Donc,
Mais bon, c'est vrai que on peut passer le point assez rapidement, Non, non, mais mais je pense que ça peut être bien aussi de il temps en temps faut, il faut d'en venir souligner la dessus. démarche, parce qu'elle Voilà. elle est positive. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc après, je vais passer. Jean-Michel reste toujours dans. Ça concerne les effectifs. Alors, là, ça va. Donc les trois premiers points, Jean-Michel sera pas là. Ça concerne les agents. Même si là, il aurait pu revenir, mais bon, si c'est pour ressortir juste après, c'est pas la peine. Donc deuxième point, création d'un emploi permanent filière administrative. Donc il y a un agent des services administratifs au niveau de la mairie qui a réussi le concours donc interne rédacteur donc catégorie. Donc c'est quelqu'un qui avait fait la formation, qui a passé le concours, qui est pas facile. Et je propose au conseil que cet agent qui donne entière satisfaction à la collectivité soit nommé en tant que rédacteur territorial à compter du 1er avril 2024. Donc là, on crée le poste de rédacteur. Ben, alors avant, on pouvait créer le poste de rédacteur et l'ancien poste là. Sauf que maintenant, comme c'était trop simple, ben en fait, c'est plus possible. Donc maintenant, on crée le poste. Et puis après, une fois que ça va être vu là, que ça va être passé, que ça va être accepté, on aura une autre délibération dans un autre conseil pour supprimer l'ancien poste. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Par rapport à ça, non. Ouais. Félicitations à l'agent. Et puis je pense aussi que ça correspond aussi à une démarche au niveau de la collectivité de pousser les agents à faire des formations et à passer les concours. Voilà. Ils étaient deux à passer. Il y en a un qui l'a eu et l'autre. Donc, voté. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc la condition et modalité de prise en charge des frais de déplacement. Donc là, il est proposé au conseil municipal de détention et d'hébergement. Donc il s'agit donc je définis déjà les conditions de remboursement. Donc est en mission. C'est les deux points où il y a pas mal de lecture. Après, ça sera plus léger. Donc est en mission l'agent en service muni d'un ordre de mission qui se déplace pour l'exécution du service hors de sa résidence et hors de sa résidence familiale. Donc tout déplacement devra faire l'objet d'une demande d'ordre de mission. Ce document est indispensable pour permettre d'obtenir le cas échéant de remboursement de ses frais de transport, de repas et d'hébergement. Le mode de transport doit être précisé sur l'ordre de mission. La validité de l'ordre de mission ne peut pas excéder 12 mois. Bon, même ça arrive jamais. Le véhicule de service doit être sollicité prioritairement par l'agent dans le cadre d'un déplacement. L'agent devra au préalable en faire la réservation auprès de la commune, au moins 15 jours avant la date. La réservation n'est pas de droit et l'agent peut être amené à utiliser son véhicule personnel en cas d'indisponibilité du véhicule de service. Parfois, il y a même des agents qui préfèrent utiliser leur personnel et pas utiliser le véhicule de la commune. L'utilisation du véhicule personnel doit préalablement faire l'objet d'une autorisation de circuler de la part de la collectivité. Parce que s'il y a un accident, après, il y a des problèmes d'assurance. Et la souscription d'une police d'assurance pour cette utilisation. Les bénéficiaires, ben, les agents titulaires et stagiaires sont concernés. Les tarifs, donc les frais de déplacement, donc sont remboursés sur la base du tarif d'un billet SNCF deuxième classe, en vigueur au jour du déplacement ou sur l'indemnité kilométrique si la destination n'est pas dotée d'une gare SNCF. Bon, c'est un peu le cas chez nous. Enfin, c'est pas vraiment le cas et un peu le cas chez nous. Sur la base des indemnités d'hiver. Donc, dans le cadre d'une mission ou d'une action de formation, sont remboursés sous réserve de présentation de justificatif de la dépense. Donc, par exemple, ça peut être les péages, ça peut être le parking. Les frais de repas aussi qui sont compris dedans. Bon, je vous passe. Remboursement n'est possible pour les repas pris dans la résidence administrative, c'est-à-dire ici, ou résidence familiale. C'est assez logique, je le dis quand même.
Les frais de nuitée aussi, donc les frais d'hébergement qui sont remboursés. Euh, donc ça peut être lors du passage d'un concours examen. Et les modalités de remboursement effectuées sur le bulletin de salaire de l'agent sur présentation des justificatifs de paiement. Et aucun remboursement ne sera effectué si l'agent ne possède pas les justificatifs. Voilà. Donc là, il s'agit d'adopter ces modalités de prise en charge des frais de déplacement à partir du 1er avril 2024. Oui, il y a un tableau là, cas d'ouverture, donc qui indique la prise en charge déplacement, nuitée, repas, mission à la demande de la collectivité, concours ou examen à raison d'un parent. Mais pour la préparation au concours ou la formation, il n'y a pas de prise en charge par l'employeur. Pour quelle raison? Pour le concours, je sais même pas. Il faudrait demander à Jean-Michel quand il reviendra. Je ne sais. Non. Les cours de préparation. Préparation en concours, non. Non. Peut-être, je sais pas. On doit demander à Jean-Michel une fois qu'on aura Parce voté. que tout à l'heure, et Non, c'est les préparations là. C'est les préparations. La préparation au concours, oui. C'est ça. Non? Non. Non. Après, c'est pareil. Vas-y. Alors Il vas-y. faut faire une Maïté. différence parce que les indemnités ne sont pas mises sur les salaires des agents, mais c'est pris en charge par l'employeur. Bah, on va poser la question à Jean-Michel. Je veux dire, oui, parce que, comment dire, tout à l'heure, tu as dit à propos de la réussite du concours, au contraire, la commune encourageait. oui, mais parce que, par exemple, il y a des collectivités qui refusent les préparations, qui n'encouragent pas à la préparation au concours, parce que mine de rien, c'est des journées qui sont pas où tu travailles pas en fait. Oui. Et pour les collectivités, il y a des collectivités qui encouragent absolument pas pour cela, parce que tu te retrouves parfois avec des journées ou même, enfin, plusieurs journées dans une année Mm. entre les jours de formation ou la préparation à l'oral, des jours où ils travaillent pas. Et pour autant, ils sont quand même payés. Parce qu'un Donc c'est agent, pour par ça aussi exemple, la raison. pour la préparation d'un concours, un agent peut se sentir un peu léger dans son projet, et donc une préparation pourrait conforter et sa réussite, quoi, en fait. Là, on va demander à Jean-Michel. On va pas tirer des plans sur la comète. Jean-Michel sera là. Parce qu'en fait, avec Patricia, on en a parlé, et on n'est pas d'accord, si tu veux, sur le fait que la On collectivité, va faire entrer sur ça, Jean-Michel. On va pas ne passer 10 ans. participe pas. Ne participe pas. C'est du. Oui, puis c'est un projet personnel. Projet personnel de l'agent de vouloir Eh évoluer. bien là, tout à l'heure, la question numéro 2, la Pourquoi réussite à un c'est pas pris en concours. charge pour le concours ou pour les formations? Les tableaux là. Si vous voulez répondre à la question. Oui. Vous avez le droit de répondre. Une explication. Oui. Donc, donc, je posais la question, pourquoi il n'y a pas de prise en compte des indemnités de déplacement, nuitée, repas pour la préparation non prise en charge? Pour quelle raison? Alors, on considère qu'une préparation concours ou le passage à un concours, en fait, c'est une décision interne à l'agent. C'est pour sa carrière propre. Et qu'à ce titre-là, en fait, l'agent décide. Alors, c'est pris la préparation concours. Ça, c'est prévu dans le règlement de formation. Donc, en fait, il a été considéré que, étant donné que c'était du temps de travail, alors qu'il n'y a aucune obligation, en fait, à ce que ce soit de cette manière-là, eh bien, la contrepartie, c'est que les frais de repas ou de transport sont pris en charge par l'agent. La préparation concours est sur du temps de travail. Ouais. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a le maintien du salaire, d'accord. Tout à fait. C'est déjà bien. Oui, mais si tu veux, comment dire, c'est quand même restrictif le fait que. En fait, c'est ce qu'il y avait avant, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant.
avant cette délibération-là. C'est déjà une avancée, en fait. Bien. De toute façon, après, tout le monde est libre de voter contre, il n'y a pas de problème. C'est la décision qu'on avait prise. Maintenant, il y a des explications, mais néanmoins, progresser, je pense, avec les partenaires sociaux sur le plan du département, parce que c'est aussi une discussion, un débat, là, parce que je suis un peu informé aussi sur cette question. Oui, c'est effectivement la commission paritaire C'est ça. qui a été saisie de ce dossier-là. En fait, effectivement, les syndicats ont rejeté ce point, effectivement, sur ce motif-là. Ouais. Donc, on leur a apporté cette information-là, en sachant qu'en fait, on aurait pu retirer le point également de la commission paritaire. Et en fait, les agents, à l'avenir, auraient tous été pénalisés, en fait, par rapport à ça. Donc, on a considéré, en fait, qu'à partir du moment où la préparation concours se faisait sur du temps de travail, en fait, que le repas, c'est surtout le repas, en fait, qui est pris en charge par la collectivité. D'accord. Après, on entend ce que tu dis. C'est pas pour ça que c'est bloqué pour toujours. Mais oui, tout à fait. Mais du coup, je préférais qu'on, plutôt que de discuter sans savoir, que ce soit plus clair. Voilà. Ouais, c'est un peu technique, ouais. Enfin, c'est technique, oui et non, en fait, c'est des choix aussi, mais la personne est payée même en temps de formation. Voilà. Donc après, on verra avec le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Donc 2 oppositions. Des abstentions? Je vous remercie. Hop. Modification de délibération d'une partie du canal du château et échange de parcelles. Jean-Michel. Alors, vous vous souvenez de la délibération du 6 septembre 2022 qui concernait l'échange de parcelles? Ça résonne. Ouais. Concernant l'échange de parcelles avec le propriétaire du château pour la réalisation de l'entretien. Non, ça résonne, je pense. Non, c'est bon. Ouais, ça résonne. Alors, il y avait 2 points. Donc, il y avait un échange sur la partie aval, échange du canal, et sur la partie amont, c'était un commodat qui était proposé pour permettre l'entretien du canal le long de l'espace public. Ça avait été délibéré donc, le 6 septembre 2022. Et pour rappel, vous l'avez dans la note qui vous avait été et la mise à disposition au profit de la commune. Donc l'échange, il y avait 2 points. Il y avait au profit de la commune, il y avait l'intégralité des parcelles AC 542 et AC 124 et partiellement la parcelle AC 540. Et il y avait toute une explication derrière. En fait, à la demande du notaire, on a parcelle-là de manière à ce que l'intervention, le niveau d'intervention de la commune soit incontestable. C'est-à-dire qu'il y ait bien une limite. Donc, en fait, il a été redivisé plusieurs parcelles. Vous les avez à l'écran, ici. Et donc, en fait, il convient de modifier en précisant qu'au profit de la commune, les parcelles seront les parcelles AC 542, 153 m², AC 815, 1353 m² et AC 817, 835 m². Donc ce sont des parcelles. J'ai pas de souris. Si, c'est bon. Vous l'avez? Donc sur cette partie-là, vous avez la partie aval. Donc elle a été redivisée sur le haut, ici, au niveau de la passerelle.
Et sur cette partie-là, vous avez la partie amont, donc c'est le commodat, c'est la mise à disposition des parcelles. Elle a été divisée ici. L'application de la délibération, en fait, c'est la prise en compte des nouvelles parcelles, donc qui sont détaillées dans la délibération. Et donc, au profit de Monsieur Lataste, par rapport à l'échange, c'est la parcelle AC 819 à la place de la parcelle AC 105, qui est la division de la parcelle AC 105, donc qui a été réduite d'une toute petite partie. Et sur la mise à disposition, en fait, le commodat, en fait, ce sont AC 818, AC 103, AC 110 et AC 825, désormais, que la commune a le devoir d'entretenir le long de l'espace public. Donc en amont, ici. Voilà. Dans la délibération, vous avez également le rappel de toutes les dispositions qui avaient été, accords qui avaient été trouvés avec Monsieur Delataste. Donc là, en fait, ça revient en conseil parce qu'il y avait un problème au niveau de la délibération, au niveau des bornages, au niveau du bornage des parcelles. Voilà. Vas-y, Henri. Oui, donc effectivement, je suis allé sur le cadastre et puis quand j'ai autant n'existe pas. Donc j'étais un petit peu perplexe, mais en fait ça s'explique puisque ça a été redéfini. C'est Donc, pour pas voilà. qu'il y ait de problème après. Donc c'est un bornage, donc le bornage il est à la charge de qui? Ouais, c'est nous De qui la le faisons. commune, d'accord. Moi j'ai repris les... mais je crois avoir compris que l'engagement était pour 10 ans. Ben, non. Non, j'avais cru lire sur 10 ans et reconductible par tacite reconduction. Non, non. Il n'y a pas Enfin, ça. bon, en tout cas, c'est Ou alors j'ai... je me suis- T'as vu ça où? Ben, j'ai cru lire ça dans la C'est note. noté dans la suite. Donc j'ai dit tiens, c'est quelque chose de nouveau. Mais sa durée est de 10 ans renouvelable par tacite reconduction. C'est sur la partie qu'on n'a pas, c'est ça? Oui, sur la partie entretien. Sur la partie entretien. À caractère de la mise à disposition au profit, sa durée est de 10 ans. D'accord. Et ça, c'est l'entretien. Oui. D'accord. En fait, l'intérêt là quand on avait évoqué ça, c'est de devenir propriétaire d'une partie du canal, parce que de pouvoir passer des prés de la Smagne au parc Gabory, parce que là aujourd'hui, si on veut faire une passerelle, on peut Oui, pas. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, par rapport au canal, l'idée c'est parce que c'est quand même un coût assez lourd d'entretenir ce canal. Voilà. Parce que là, en 2022, je considérais que la commune se substitue aux obligations d'un propriétaire pour l'entretien de C'est dans la logique dans laquelle c'est fait, c'est ça en C'est fait. ça. Et donc, j'ai exprimé un vote contre à l'époque. Maintenant, on va voir. En fait, l'habitude de discuter des décisions, hein, évidemment, encore moins des votes, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Le fait que tu aies voté contre, ça veut dire que tu te contentes de la situation actuelle. Alors, tu peux effectivement le dire comme ça, mais moi, ce que tu dis ne me convient pas, puisque moi, je me place dans la position aux obligations d'un propriétaire qui ne fait pas ça. Oui, mais Parce que ça peut être ici, c'est cet espace, mais ça peut être ailleurs aussi. Ça peut Non, mais- être oui, une haie, mais ça peut par être contre- un centre. Ah, Ok, mais après, ouais, vas-y. Par contre, il est vrai Dire aussi après. qu'on n'a aucune obligation d'intervenir sur un domaine privé. Pour les citoyens aminois, Oui, il est non, plus public que privé, sauf si ça présente un danger pour la population. Oui. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait de voter contre veut dire qu'on se contente de la situation Ça, actuelle. si tu veux, c'est l'opposition. Tu me mets ça, tu mets ça dans le visage. Mais tu as raison, je comprends. Mais moi, je suis dans la lecture différente. Tu vois, c'est tout. Parce que, voilà, et ça va être un coût pour la collectivité. Déjà que là, il y a l'énergie, c'est déjà un coût considérable. Donc, ceci s'ajoutant à cela, quelque part. Donc, voilà. Mais j'entends bien ce que tu dis. Après, j'entends aussi ce que tu dis. Être propriétaire quand même assez gros
le canal, le terrain, l'entretien n'est pas tout à fait le même qu'un pavillon quand même. Oh, oui, mais les moyens des uns et des autres sont différents. Ils sont Ouais, peut-être enfin adaptés. arrête, je veux dire, c'est un monument historique. Mais bon, Enfin, je veux dire, t'es quelqu'un d'intelligent. oui, je sais. Voilà, quand Oh, même. pas- Enfin, pas- sérieusement. C'est intelligent, je sais pas. Oui, non, Mais ce que je mais dis, bateau, c'est pas je tout à sais. fait pareil, quoi. Enfin, Il faut faut quand des même moyens mettre, considérables, je sais bien. quand même, faut remettre Et les c'est choses. même un effort d'entretenir de tels de domaines même. Voilà. C'est Donc plus- après, le canal, parce que là finalement on régularise, après on essaye de un problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire du canal et ça pose des soucis en termes d'aménagement. Donc là en fait on a une partie du canal et en échange on entretient l'autre partie, quoi. Donc après on peut, c'est comme dans la vie, on peut aller jusqu'au boutisme. Mais moi, je pense que c'est une solution qui est quand même équilibrée, qui permet de se décornériser d'une situation qui est quand même un peu dingue. C'est propriétaire des prés de la Smagne, du parc Gabory, et il faut prendre un hélicoptère normalement pour pouvoir passer des prés de la Smagne au parc Gabory parce qu'on n'a pas le droit de passer sur le canal. Donc après, moi, je m'en satisfais pas et je suis plutôt satisfait que c'est ça. Donc après, voilà, hein. Donc on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Attention. Et pour les autres, vous êtes d'accord, donc je vous remercie. Enfin, je vous remercie pour tous vos votes, mais voilà. Il y a 2 abstentions et puis le reste, c'est pour. Alors, on continue. Est-ce qu'il serait possible, a priori, de baisser un peu le son? Parce que le son est absolument. Ça marche pas, en fait. Là, c'est vraiment très, très mauvais. Ça, a priori, ça fait de l'écho, ça résonne, donc c'est quand même embêtant. Là, je sais pas si ça va être mieux, on va voir. Écoute, on va essayer comme ça. Bon. C'est mieux ou pas? Bon. Jean-Michel rigole, donc ça veut dire que ça doit être oui, j'en sais rien. Bref. Parfois, on a des conseils comme ça, on se dit tout va bien se passer, puis en fait, non. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Question numéro 5, c'est Jam, modification de la délibération portant cession de chemins ruraux. Vas-y. Alors, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la délibération d'octobre 2022 portant cession des chemins ruraux. Ah, ça commence. Suite aux conclusions de l'enquête publique. Il est rappelé que par délibération du 3 mai 2022, il avait été décidé de solliciter une enquête publique pour la désaffection Ah merde. de 3 chemins ruraux, je continue, dont l'intérêt public n'avait pas lieu. 2 secondes, j'ai oublié, il faudrait que ça sorte sur les 2 délibérations qui vont toucher les chemins. Ça nous permet de régler le son. Je continue. C'est pas grave. On l'a modifié. Je continue. C'est pas une nouvelle délibération, on l'a modifié. Oui, c'est pas. Oui, finalement, celle-là, il n'est pas trop concerné. Ouais. Vas-y. Par délibération du 5 juillet dernier, le conseil municipal a validé les conclusions autorisant la cession. Conformément à la législation, le service du domaine a été sollicité pour évaluer le prix de vente par avis du 3 octobre 2022. La valeur vénale a été estimée à 0,32 € hors taxe le mètre carré. Donc le chemin rural, le Champ Breton, ce chemin rural fait partie du domaine privé de la commune et est cadastré YT numéro 18 d'une superficie totale de 2741 mètres carrés. Il était 0,32 € le mètre carré. Conformément à leur demande, il convient d'ajouter Madame Nathalie Collomb en qualité d'acquéreur. Considérant que les parcelles vendues ne figurent pas dans le recensement des chemins ruraux annexés au tableau des voiries communales. C'est bon, Jam? C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez l'habitude, maintenant, il y en a de temps en temps certains chemins qui passent. C'est les délaissés, hein. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc on peut rappeler Nicolas. Ensuite, convention avec le département concernant le partage des responsabilités des aménagements de sécurité de la RD 137. Donc j'informe le conseil municipal de la proposition de convention avec le département de la Vendée concernant le partage de responsabilités d'entretien à la suite des travaux de la route de Nantes en 2020. Il est rappelé que le département assurera et prendra en charge l'entretien
et les grosses réparations de la chaussée dans ses parties revêtues en produits bitumineux hors plateau surélevé. L'entretien et la mise en conformité de la signalisation directionnelle indiquant les communes desservies pour le réseau routier départemental. L'entretien de la signalisation verticale et horizontale du régime de priorité. La commune assurera et prendra en charge l'entretien du plateau surélevé en enrobé, donc c'est tout autour du rond-point, pas du rond-point, mais si du rond. Oui, devant la mairie, mais sauf qu'il y en a aussi devant chez Sicard aussi. Il y en a un. Donc pas très loin du monument Clémenceau. L'entretien de la piste cyclable, l'entretien et la signalisation verticale et horizontale liés aux aménagements, l'entretien du réseau d'eau pluviale, l'entretien des trottoirs, et en cas de danger grave et imminent pour les usagers, la commune s'engage à intervenir dès réception de l'information pour sécuriser l'ouvrage. Voilà. Catherine, est-ce que tu as des choses à rajouter, comme ça concerne le département? Bah non, rien, c'est Non, l'entretien permet. Hein. d'une route départementale dans une commune, donc chacun a ses responsabilités. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, Francis. C'est catastrophique. Hein. Accélération de la production d'énergie renouvelable. Cartographie et modalités de concertation. D'accord. La loi d'accélération et de la production d'énergie renouvelable, qu'on appelle la loi APER, publiée en mars 2023, a mis en exergue la nécessité de planifier le développement des énergies renouvelables. Pour ce faire, la loi APER a instauré les zones d'accélération énergétique d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle les ZAENR. Il s'agit de zones non exclusives pour des énergies renouvelables terrestres au sein desquelles la création de l'installation des infrastructures seront facilitées. Les communes doivent définir les secteurs retenus sur leur territoire d'ici fin 2023. Le comité régional de l'énergie aux objectifs régionaux et seront à terme intégrés dans les documents de planification. Ainsi, les communes doivent définir, après concertation auprès de leurs administrés, des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable se développer, comme le photovoltaïque, le solaire thermique, la méthanisation, la géothermie, etc. Ces zones ont des mécanismes incitatifs comme des bonus dans les appels d'offres ou des modulations tarifaires. Ces zones ne seront pas exclusives, des projets pourront être réalisés en dehors avec l'obligation de créer un comité de projet. Pour ce faire, il est demandé un avis conforme des communes dans la définition des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Le plan climat-air-énergie territorial, le PCAET, doit couvrir la consommation énergétique du territoire, en partie avec une production d'énergie renouvelable locale, comme l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, la chaleur renouvelable et bois et énergie. Dans ce cadre, un schéma directeur des énergies renouvelables a été élaboré avec des cartographies de potentiel d'énergie renouvelable par commune. Sur la base de ces cartographies renouvelables, et doivent au préalable, premièrement, déterminer des secteurs concernés, ensuite mener une concertation auprès des habitants et organiser un débat dans leurs conseils municipaux. À la suite, un débat sera organisé en conseil communautaire et le rapport sera envoyé au référent préfectoral qui le transmettra au comité régional de l'énergie, lequel déterminera si des zones probantes pour atteindre les objectifs régionaux en matière de production d'énergie renouvelable. Si le comité régional émet un avis favorable, chaque commune devra émettre un avis conforme sur les zones situées sur leur périmètre. En cas d'avis défavorable du comité régional de l'énergie, les communes seront à nouveau sollicitées pour proposer des zones complémentaires. Des propositions de zones d'accélération concertée. Sur les zones d'accélération d'énergie renouvelable, il est proposé de mettre à disposition du public pendant une durée de 30 jours, en format électronique et papier accessible à la mairie, sur les jours et heures d'ouverture au public, les pièces permettant la compréhension du choix de la localisation des zones par énergie renouvelable accompagnées d'un registre en ligne et en papier. Sur 30 jours, de mettre une cartographie à disposition du public sur les zones d'accélération par filière accompagnées d'un registre en ligne et papier. Et enfin, d'organiser une réunion publique communale de présentation des zones d'accélération d'énergie renouvelable selon le souhait de la commune. À l'issue de la concertation, un bilan des contributions sera présenté et des modifications des propositions de zonage pourront être examinées. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide ou pas
d'approuver les modalités de concertation pour la définition des Ici, zones ou pas. d'accélération d'énergie renouvelable. Donc en fait, là, c'est important, c'est-à-dire que c'est lancer l'étude sur ces territoires. Et après, la prochaine délibération, ben, on donnera notre avis pour savoir... Pourront être examinés et débattus au sein du conseil municipal. si vous avez regardé les cartes, par exemple sur l'éolien, Et l'éolien, là, on donne notre avis, quoi. Donc moi, par exemple, titre personnel, je suis pas très chaud. Mais enfin, je suis même pas chaud du tout. Mais les ça sera une photovoltaïques discussion qu'on aussi. aura au prochain conseil. Là, c'est pour lancer justement l'étude à l'échelle de la commune. Et en fait, il y a ça à l'échelle de la côté de commune pour voir finalement l'énergie renouvelable. Voilà. Et ça, c'est dans le cadre du plan climat air énergie renouvelable. Et le vice-président, c'est David Marcheguet, maire de la Bretonnière-Laclais. Voilà. Alors, sur la cartographie, il y a déjà des zones prédéfinies. On a vu les ombrières, par exemple, pour le photovoltaïque. Sur la cartographie, je vois qu'il y en a sur de Lavoir, sur Saint-Hermand. J'en ai vu aussi après, avant Interplume, là, on a un terrain, des zones comme ça. Après, donc, c'est à discuter. Après l'éolien, si vous regardez sur le secteur de Saint-Hermine, on est dans des enjeux faibles Oui, et ou modérés. Hein. oui. Donc, On a que deux couloirs, dénaturer ils sont pas- parfois ouais. un paysage pour l'instant. Là, pour l'instant, c'est de lancer l'étude. Mais on a tout intérêt quand même à le faire, bah oui, parce que bah sinon évidemment. on va nous Oui. imposer, Tout à fait. des... Puis même, on est des déjà choses, dans ouais. cette logique-là. Mm. Y a-t-il des questions? Les ombrières, donc on peut supposer des panneaux. Par exemple, ça se fait dans plein d'endroits, ça. Ouais. Ouais. Mm. Des Après, ça, c'est pareil. Il y a des endroits où c'est heureux, puis d'autres, ça dénature l'espace, quoi. Ça dépend. Parce qu'il y a certes le côté énergie, mais il y a le côté architecture aussi. Faut faire attention, quoi. Mais tout à fait, c'est ça. Remarque. Non. Y a-t-il des oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. On passe au point suivant, fixation du coût d'un élève de l'école publique. Je laisse la parole à Céline. Donc, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que chaque année, il est nécessaire de procéder au calcul de la commune. En effet, ce coût constitue la base du remboursement de frais de fonctionnement pour les communes non dotées d'écoles publiques et c'est également le plafond de la participation communale aux frais de fonctionnement de l'école privée. Le calcul de ce coût respecte la circulaire de l'inspecteur d'académie en date du 14 septembre 2012 et s'établit pour l'école élémentaire €42. En 2023, on était à 718,88. Et pour l'école maternelle, à 1507,81. On était à 1558,03 en 2023. Il est proposé de facturer aux communes qui ne disposent pas d'école publique ce coût pour l'année scolaire 2023-2024 pour participer aux frais. Conformément à la circulaire préfectorale du 1er décembre 2011, il est proposé au conseil municipal d'approuver les demandes de participation des communes de résidence des élèves inscrits en ULIS à Saint-Hermine. Ainsi, il est proposé de solliciter le coût réel d'un élève du primaire, soit 832,42 par élève inscrit en ULIS. Considérant que le principe selon lequel le coût d'un enfant d'un établissement privé ne peut excéder celui d'un enfant de l'école publique. Donc, il est demandé de délibérer sur le coût. Donc, on peut fixer le coût d'un enfant de l'école scolaire. Le coût pour un élève de l'école maternelle de Saint-Hermine publique à 1507,81 pour l'année scolaire 2023-2024. De demander une participation aux communes pour l'accueil des élèves. Donc, les enfants n'ont pas de résidence. Il n'y a pas pour la commune de résidence, il n'y a pas de structure pour l'accueil des enfants. De fixer la participation financière d'école publique pour l'année 2023-2024. De fixer la participation financière des communes pour l'année 2023 par les élèves inscrits en ULIS à Saint-Hermine. Donc c'est comme chaque année en fait. Voilà. Il y a des questions? Vous connaissez ça, hein? Vas-y. On a beaucoup d'enfants hors commune actuellement sur Saint-Hermine, là? Mais on a un petit peu, pas énormément, je crois pas. C'est une dizaine, c'est ça?
C'est ça, c'est une dizaine, ouais. Mais non, c'est pas. Mais c'est après, c'est parfois aussi des gens qui veulent mettre leurs enfants à l'école publique. Il n'y a pas d'école publique sur leur commune, quoi. Il n'y a pas d'école où il n'y a pas d'école publique. Voilà. Voilà. Donc, oui, par exemple, la chapelle Sainte-Pexine, ouais. Voilà. Non, mais c'est vraiment à la marge quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, et le coût de l'école maternelle a baissé parce qu'il y a plus d'élèves. Et en fait, le coût de l'école primaire a augmenté puisqu'il y a moins d'élèves. Mais on est toujours au-dessus de la moyenne départementale. On est toujours au-dessus de la moyenne départementale. Parce que l'encadrement, il est quand même. Info, Je sais que je le répète, mais je regrette pas. Je regarde info, Henri en même temps, mais je regrette pas. C'est juste que l'encadrement, il est quand même assez important sur l'école maternelle chez nous, à Saint-Hermine. Voilà. pour info, si vous voulez, pour le coût moyen d'un élève des écoles publiques du département, c'est 495 € pour les classes élémentaires et 1043 € pour les classes maternelles. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Après, c'est historique et voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Après, moi, ça me gêne pas en fait, parce que je me dis les écoles maternelles, les petits, ils ont quand même besoin d'avoir. Ouais, les enseignants, ils ont quand même besoin d'être accompagnés, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, point 10, décision modificative numéro 2 du budget principal. Donc là, c'est une délibération purement technique qui n'engendre pas d'augmentation ou de baisse de crédit. Il s'agit de préciser, c'est un oubli en fait de notre part au moment du vote du budget, sur l'article 41-82, il s'agit de rajouter l'opération 35 qui correspond en fait au terrain synthétique et de transférer en fait les 5 429 € qui étaient prévus sur ce compte-là, mais sans opération, sur le même compte avec l'opération 35. Donc en fait, c'est jugé en conseil municipal ce genre de modification. Voilà. Ben, ça concerne en fait un paiement. En fait, le paiement d'une facture qui a été faite en fait sans opération, mais qu'on doit réaffecter sur l'opération terrain synthétique pour nous, pour l'inventaire en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non, mais je demande. Donc, je vous remercie. Point numéro 11, cession d'une licence 4. Je laisse la parole à Philippe Pelletier. Donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal de la demande d'acquisition de la licence 4 achetée par la commune en 2023 de la part de professionnels de la restauration souhaitant installer sur la commune un restaurant. Donc, ainsi, considérant les garanties d'installation présentées par les futurs acquéreurs, il est proposé de céder la licence 4 de la commune à monsieur et madame Fillonneau pour un montant de 7 750 €. Donc, monsieur le maire demande au conseil municipal de statuer sur cette proposition. Donc, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'un. Alors, pourquoi 7 750? Non, c'est ça? Non, non. Non, non. Mais je le dis quand même, pourquoi 7 750? C'est parce que c'est la moyenne des deux licences 4 qu'on a achetées. Donc il y en a une, c'était, je crois, de mémoire, c'était 5 500. Et l'autre, 10 000. Hein, et du coup, on a coupé la poire en deux. Et donc, ça fait 7 750 €. Voilà. En toute transparence. Y a-t-il des questions, des remarques? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, Jam. Donc là, je vais demander à Nicolas de sortir. Mon pauvre Nicolas, ce soir. Hein. Nous, on n'est pas concernés.
Monsieur le maire informe le conseil municipal à la demande d'une entreprise agricole souhaitant faire l'acquisition d'un talus qualifié de délaissé appartenant à la commune et compris dans la propriété de l'EARL Le Puy. Ainsi, il est proposé de céder à l'EARL Le Puy la parcelle XR32 d'une superficie de 1227 m². Le domaine a été sollicité et estime le prix à 0,40 € hors taxe le mètre carré, soit une transaction s'élevant à 490 €. Monsieur le maire demande au conseil municipal de statuer sur cette proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, c'est le petit bout, là. Donc là, du coup, Nicolas sort parce qu'il est directement concerné. Voilà. Y a-t-il des questions?